crois. Je crois que ça va aller. C'est parfait. Donc, je suis en présence des... Vous êtes tous les deux organisateurs ou c'est vous qui êtes l'organisateur principal? Les deux. Co-organisateurs, Jean-Luc Maxence et Frédéric Vincent, qui sont justement également, qui ont déjà fait des choses ensemble en tant co-auteurs de l'imaginaire et psychanalyse des légendes maçonniques, d'Hiram à Dark Vador. Mais là, c'est un thème quand même assez différent. Oui. Alors donc, c'est le premier festival Psy de Paris. Et c'est organisé par cette association, cette nouvelle association, on peut dire. Oui, on peut dire comme cela, qui succède à une ancienne, Voilà. mais qui est une nouvelle association Oui. des psychanalystes européens, ou européens des psychanalystes. Et donc, à côté de cette association, il y a les fameuses associations traditionnelles, je ne sais pas, enfin, où sont inscrits beaucoup de psychanalystes. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça n'a rien à voir. C'est une sorte de réunion, Voilà. association loi 1901, Voilà, c'est des... de réunion de Vous ne donnez pas votre label, vous ne donnez pas votre label à vos membres. Non, pour l'instant, il n'y a pas ni de formation, ni de tampon APE, etc. Pas du tout, ni de passe de l'APE, rien de tout ça. C'est pas une école de psychanalyse, c'est une réunion de psychanalyse, une assemblée, une rencontre de psychanalystes inspirée par ces personnages. On reconnaît Lacan, Freud et Jung. Alors, névrose d'un début de siècle, la psychanalyse à l'épreuve de la postmodernité. Alors, ce mot festival est quand même assez original, je dois reconnaître. C'est un peu provocateur, à la limite, non? On pourrait s'attendre... C'est pas un colloque, c'est un festival. C'est pas un colloque, c'est un terme qui a été initié par nos confrères italiens, car il faut savoir que l'association est née d'abord dans les années 2000 en Italie. À Fidenza, pour être précis. Oui. Et l'aventure, en fait, commence par rapport à une loi qui a été votée en Italie, qui est la loi Ossicini. Et voilà. Qui est un petit peu l'équivalent de la loi Accoyer, mais dans cette loi, il y a quelque chose qui est mal défini au niveau du statut de psychothérapeute et du statut de psychanalyste. Qui fait qu'il y a eu un ensemble de procès intentés à des psychanalystes qu'on appelle laïcs, c'est-à-dire des psychanalystes ne disposant pas d'un titre de psychologue ou d'un titre de psychiatre ou de médecin. Donc cette association a été créée pour défendre dans un premier temps la psychanalyse laïque. Donc elle avait quand même une fonction professionnelle quelque part. Oui, elle avait une fonction professionnelle. Donc on était quand même assez proche de... Une raison d'être, disons, une raison d'être au sein de la profession. Tout à fait. Et au fur et à mesure, il y a eu l'idée, en tout cas les Italiens ont proposé de créer un festival psy pour justement se démarquer de l'utilisation de colloques qui est souvent une utilisation universitaire académique, et pour justement montrer son indépendance par rapport aux institutions universitaires. Donc je dirais qu'un des premiers objectifs de l'APE, c'est aussi de revendiquer la psychanalyse laïque et le droit de l'exercer en toute autonomie, toute indépendance. Alors c'est amusant ce terme laïque, enfin je ne le connaissais pas à vrai dire. Par contre je connais bien dans d'autres domaines les juifs laïcs, mais je veux dire c'est un terme qui est italien. Alors qu'on dit comment on dit en italien alors? Comment dit-on laïque en italien? Je n'en sais rien du tout. C'est dommage, Antoine vient dans une demi-heure. Non, parce qu'effectivement c'est un terme qui n'est certainement pas le même en italien. Non, ça doit être en... Mais vous l'avez traduit donc laïque. De cette façon-là, c'est comme ça que Freud le traduit. Alors il utilise aussi profane. Dans les profane dans ses textes fameux sur la psychanalyse qui peut être exercée par des non-médecins, le fameux c'est un peu synonyme de libre par certains côtés. Oui, libre de la médecine. Les psychanalystes libres. Oui, libre de je ne sais pas, libre du médicament, libre des nosologies. Oui, c'est pas mal le mot libre, c'est assez riche aussi. C'est un peu ça, parce que de toute façon, depuis le début de la psychanalyse, il y a eu cette querelle entre les analystes médecins et les analystes non médecins. Donc, parce que laïque, ça renvoie à une sorte de religion au départ, si on veut dire. Surtout pour dire qu'on n'appartient pas à l'académie médicale. À une école, à une église. On va dire qu'il y avait une église freudienne. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais c'est dans ce sens-là que c'est utilisé. Alors donc finalement, ce choix s'est porté sur la névrose qui est un bon sujet pour un festival à votre avis? Alors l'idée à la base, c'était de réfléchir
sur ce qu'est la névrose à l'heure de la postmodernité. On Oui. parle beaucoup de changement d'air au niveau de notre époque. Alors bon, les intellectuels parlent de postmodernité, d'autres d'hypermodernité, de modernité avancée, d'hypermodernité, enfin... mot postmodernité traduit après, l'idée d'après la modernité. Je trouve que c'était intéressant justement de réfléchir sur qu'est-ce qu'il y a après la modernité, qu'est-ce qu'il y a après les grands penseurs que sont Freud, Lacan, Jung, et comment on peut appréhender, je dirais, l'évolution des mœurs, mais aussi finalement l'évolution des troubles névrotiques. Et l'évolution aussi de la psychanalyse. Il y a un peu de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a intitulé la psychanalyse à l'épreuve de la postmodernité, parce qu'à notre sens, il y a un véritable enjeu qui se pose, à savoir comment la psychanalyse peut, en tout cas, réfléchir sur ce qui se passe actuellement. On a des interventions, par exemple, sur les nouvelles technologies. Alors, les nouvelles technologies, oui. On le sait maintenant, créent un nouveau rapport au monde, créent de nouvelles pratiques quotidiennes, mais ces nouvelles pratiques quotidiennes engendrent également de nouveaux troubles névrotiques. On a par exemple ce que les anglo-saxons ont appelé la nomophobie. Ce dont vous avez parlé. D'ailleurs, ce que j'ai parlé samedi, c'est-à-dire la peur finalement de ne plus être en communication, le peur d'être déconnecté de son appareil, le peur d'être éloigné de cet appareil. De la norme quelque part. Exactement. Donc il y a quelque chose, quelque chose en tout cas à questionner dans nos rapports quotidiens. Et c'est vrai que les névroses, c'est pas quelque chose de figé dans le temps, les névroses évoluent. Alors moi, il y a un sujet qui m'a semblé absent de votre colloque. Oui. Et dont j'aurais pensé qu'il en faisait légitimement partie, mais peut-être qu'il en fait partie derrière, par-delà les titres des conférences, parce que les titres n'épuisent pas le sujet, le contenu. C'est la question des femmes dans la postmodernité. Parce que je pense que la postmodernité, elle interpelle particulièrement le féminin. Comment être une femme aujourd'hui par rapport à tout un ensemble d'idéologies, par rapport à la... Oui, ça c'est un petit peu le sujet de Chiara Palermo. Au niveau philosophique, elle a travaillé longtemps aux éditions des femmes. Oui. Bon, qui sont célèbres et qui peuvent un petit peu... Et vous pensez qu'elle va aborder cette question? Je pense, oui, parce que je la connais bien et je pense qu'elle l'abordera naturellement derrière son titre un peu compliqué. L'écran comme lieu d'identité personnelle, mais bon, elle est féminine. J'aime pas ce mot féministe, mais je mets des gros guillemets. En tout cas, le mot femme n'apparaît pas dans les titres. Ah, ça c'est ennuyeux. Il y a peut-être des femmes qui sont... Le mot femme n'apparaît pas, mais le mot sexe qui va pour l'homme et pour la femme apparaît. Oui, au drame de la pornographie. Ça sera évoqué, parce que moi aussi je vais évoquer, surtout par rapport au téléphone, par rapport à la question de la matrice. La matrice revient. D'accord. Il y a ce lien avec la terre-mère, le retour à la terre-mère, le féminin sacré. Et effectivement, il y aura lieu d'en parler, puisque la postmodernité se caractérise aussi par ce retour de la déesse mère. Donc, Michel Cazenave était prévu. Et oui, que j'ai bien interviewé. Et est-ce qu'il y a aussi un autre mot qui est très à la mode actuellement, que je ne vois pas, c'est le mot conscience. Vous savez qu'il y a tous les ans... Conscience et inconscience. Oui, mais alors il y a le problème de l'inconscient et du subconscient, mais il y a aussi un mot qui est très à la mode, c'est le mot conscience, évolution de la conscience. Il y a un forum depuis 3 ans qui s'appelle comme ça et qui vient... Consciousness, enfin qui a lieu qui a eu lieu il y a quelques semaines d'ailleurs. Et donc j'espère qu'on aura l'occasion de parler aussi de la conscience. Et puis un autre mot qui figure pas non plus, qui peut être intéressant, c'est le mot déni. Je crois qu'on est beaucoup dans le déni. Est-ce que le déni est névrotique? Alors, ce serait intéressant à étudier. Déni qui est opposé. Déni dans le problème de la pharmaco-pornodépendance, que moi j'appelle la pornodépendance. D'accord. Qui est tout à fait malheureusement contemporaine et d'aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent absolument plus se passer des sites pornographiques. Oui. Et ça devient une addiction toxicomaniaque, une toxicomanie. Mais par exemple, quand on prend les séries policières, on voit, ou même par exemple le dernier film de Woody Allen, on commet un crime et après on nie qu'on l'a commis. C'est rarement le meurtrier dit j'ai commis ce crime. Il dit non, c'était pas moi, etc. Donc là, est-ce qu'on peut parler de névrose dans entre le fait je fais un acte
et en même temps je nie que je l'ai fait. Ou comme les nazis qui, à la limite, exterminent et puis disent et font tout, essaient de faire disparaître les traces de leur action. Oui. Est-ce que le déni, quel est le rapport, le déni entretient-il avec l'acte lui-même? Est-ce que ça lui donne une autre dimension que le fait de dire? Je ne sais pas si c'est névrotique, là je dirais que c'est quand même, on est plus dans la psychose, en tout cas pour ce qui est du meurtrier, on va faire qui tout est un colloque sur le déni. coupé du réel, on va avancer un peu complexe. Tout un colloque entier sur les dénis. Non, mais on va y songer. Non, mais... Je lance quelques idées comme ça pour faire réagir, mais c'est pas... Là, c'est plus le propre du psychotique, je dirais, en tout cas dans ce qui est de l'heure de la puissance qui passe à l'acte. Il y a tellement de gens qui sont dans le déni, s'il fallait traiter tout le monde de psychotique... Non, ce que vous parlez par rapport à la oui, mais il y a des tas d'autres cas qui sont beaucoup plus flagrants. Par exemple, la femme qui dit, qui s'assume à la fois comme femme dans la réalité et qui a un imaginaire qui est un petit peu décalé. Alors, bon, c'est quand même un phénomène assez commun. Ça peut avoir un rapport avec le sacré camouflé, mais ça on verra ce que dira M. Schwartz. Ça vous entraînerait loin. Oui. J'aime beaucoup l'expression sacré camouflé. Alors, revenons à la dynamique du colloque. Comment est-ce que vous entendez organiser et maîtriser la dynamique du colloque? À quelles conditions ce colloque sera-t-il une réussite, Monsieur Vincent? Quels sont les critères? Est-ce que simplement quand les conférenciers seront là, il faut leur exposer, ou est-ce que vous allez un peu plus loin dans vos exigences, dans vos attentes? Alors, je dirais, si on a en tout cas l'exigence qu'on attend surtout de ce colloque, je dirais, c'est une exigence de transdisciplinarité. Et on a fait vraiment attention à ce que toutes les disciplines puissent être réunies, puisque nous avons des psychanalystes bien sûr, mais nous avons aussi des philosophes, des sociologues comme Michel Maffezoli ou Aurélien Fouillet. Nous avons également un anthropologue, Fernand Schwartz, et aussi un bioénergéticien qui s'appelle Seymour Broussel. Oui, qui termine le colloque. Qui termine sur une notion intéressante, puisqu'il nous termine sur le surrender et le lâcher prise. Et là, encore une fois, on est sur des notions un petit peu nouvelles. Mais comment vont-ils communiquer entre eux, à votre avis? Parce que là, on voit bien qu'il y a des gens qui sont prévus, qui vont dire ce qu'ils ont à dire. Oui. Mais est-ce que ça va prendre? Est-ce que la mayonnaise va prendre? La mayonnaise, c'est quand même la relation d'aide, c'est quand même la dictologie, c'est quand même la psychanalyse. Et je ne crois pas qu'on peut maintenant considérer que la psychanalyse est figée. Si la psychanalyse est figée, on est foutu. Enfin, moi, je le vois bien dans le problème que j'ai préparé. Comme qu'aurait dit Jung avec humour mais sérieux, qu'aurait dit Jung, qu'aurait dit Freud et qu'aurait dit Lacan devant un site pornographique. Qu'est-ce qu'il aurait dit du virtuel, qu'est-ce qu'il aurait dit du réel? Tout est changé. On ne peut plus prétendre, selon moi, mais moi je suis plus un poète peut-être qu'un analyste, mais on ne peut plus prétendre que l'analyste est figé et que la pratique analytique, c'est ça qui peut-être va faire le lien entre tous ces... Alors justement, il est prévu des discussions. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait émerger comme débat ou comme polémique ou comme distinct? Sur quoi pourraient porter les désaccords ou les problématiques? Vous avez prévu en quelque sorte les lignes de clivage qui pourraient se présenter, Monsieur Vincent? Alors, je pense qu'il y aura beaucoup d'interrogations à savoir liées notamment, je dirais, aux pratiques des nouvelles technologies, mais par rapport aussi à des interrogations, je dirais, sur des névroses qui deviennent dominantes en ce début de millénaire. Je pense notamment à l'impuissance sexuelle chez les hommes. Qui est vraiment devenu un problème majeur. Ah oui. Donc je m'attends en tout cas à des questions sur finalement les causes finalement de cette problématique-là, et aussi finalement comment faire face. C'est aussi d'ailleurs le sujet de Jean-Luc, puisque la cyberaddiction joue aussi un rôle dans la libido sexuelle des hommes. Oui. Et il y a des problèmes. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus d'hommes ont des problèmes. Il y a même des dépendances à la pornodépendance qui commence à 11 ans, c'est-à-dire avant la puberté, avant l'âge d'adolescence. Donc tout est complètement, si j'ose dire, tristement redistribué. On ne peut plus du tout raisonner comme on raisonnait habituellement en analyse. Donc si je comprends bien, parce que moi je suis un petit peu novice, je ne suis pas au courant des problèmes des patients.
la question de l'impuissance est devenue un phénomène tout à fait central de notre société. Très central et très tabou même. La preuve, c'est que moi-même, je ne suis pas au courant d'à quel point c'est répandu. C'est des choses qu'on vous dit dans le secret du cabinet, mais moi, je n'étais pas au courant. Mais enfin, il y a certainement eu d'avoir des évaluations. Mais ça devient presque un thème... Il y a un changement de modèle identificatoire, sans se lancer dans un truc compliqué. Ça nous renvoie d'ailleurs au féminin, quelque part. Oui. Est-ce que l'impuissance... Quel rapport est-il entre l'impuissance et l'image de la femme Ne serait-ce que l'image de la femme dégradée lors de la pornodépendance, c'est absolument effrayant. Oui. Les sites de SM. Ils découvrent à 11 ans l'existence même des sites de sexualité et on n'a pas de jolies déesses, pas du tout. On a des femmes très moches, absolument épouvantables. Et avant même que la sexualité se pose chez eux, chez les enfants, on a affaire à des enfants. Il n'y a aucune notion morale dans ce que je dis. Il faut tout revoir. Comment vont-ils faire pour passer du réel à l'imaginaire et au symbolique, comme dirait Lacan. Alors récemment, il y a très peu de temps, justement, je me suis posé la question de savoir quel était l'effet de la surmentation féminine dans le corps pédagogique. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants sont confrontés à des professeurs féminins dans l'enfance. Oui, et donc, l'image masculine, elle n'est pas hyper représentée dans le monde pédagogique de la première enfance. Je pense que c'est se réinterroger sur la virilité. Si on veut créer des conditions sociologiques, il y a un problème de déséquilibre au niveau de l'augmentation des deux valeurs, des deux sexes, dans le monde de ceux qui représentent l'ordre, la société. Il y a une peur de l'homme viril, ce qui fait qu'on a plus tendance peut-être à recruter des enseignantes femmes plutôt que des enseignants hommes, parce qu'aujourd'hui, avec l'imaginaire ambiant ou les fantasmes, comme quoi, avec les problèmes de pédophilie, en tout cas la peur de la pédophilie. Ah oui, alors là, les femmes sont inoffensives, et pas vraiment d'ailleurs. Moi qui ai eu cette expérience tant jeune, j'ai été jeune enseignant et j'ai un souvenir très fort un jour d'avoir emmené un enfant aux toilettes. Et j'ai vraiment eu un rapport de l'inspection académique en me disant non, c'est pas possible, monsieur Vincent, vous ne pouvez pas accompagner un enfant aux toilettes, il faut laisser les collègues féminines s'en charger. Oui. Ce qui crée aussi une paranoïa collective où finalement l'homme aussi culpabilise, alors même qu'il est innocent, mais il a tendance à culpabiliser puisqu'il y a il peut se préférer un puissant de façon à ne pas être... Il y a une autorité aussi, je dirais, politique et sociale qui vise à diminuer aussi la virilité de l'enseignant homme. Oui. Notamment dans le rapport à l'élève. Et on a substitué, en tout cas, la figure de l'instituteur à la figure féminine. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. À la maîtresse d'école. Et on voit ce passage qui est très flagrant. Oui. Et de même, enfin, on va développer, on n'est pas dans parler de pédagogie, mais effectivement, même les exercices, le travail qui est demandé aux élèves est peut-être plus... Enfin, mais là, c'est un sujet délicat, parce que c'est la question des valeurs masculines et féminines, et là, on n'a pas le droit de dire ce qui est masculin et féminin, c'est un sujet... On parle beaucoup des théories du genre. Oui, mais justement... C'est une question un peu bateau, mais la mode sont réelles, le genre. Bah oui. Alors le clivage féminin-masculin, c'est devenu le genre. Oui, mais à partir du moment où on dit qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, donc ce que font les femmes est considéré comme étant identique à ce que font les hommes. Enfin, je veux dire, on est dans un cercle vicieux. On arrive d'accord à du Lacan, il est délirant Lacan dans ses expressions, mais il est fort fin et intelligent. Il dit le pénis fantasmé. Oui. C'est lui qui disait ça dans un de ses séminaires. C'est extraordinaire, parce que c'est ce qui se passe maintenant de plus en plus. Alors je reviens à ma question, est-ce qu'il y a plusieurs grilles de lecture qui pourraient se confronter lors de ce festival? Oui, complètement, puisque entre le sociologue, les philosophes, les psychanalystes, on a véritablement en tout cas des donc on peut espérer que tous ces gens-là vont collégialement contribuer à une réflexion. Oui, je dirais même que moi je serais très amusé, peut-être, il faudrait que je m'interroge pourquoi,
entre une espèce de confrontation entre les idées de Jean Stone, par exemple, et les idées de Michel Maffezoli. C'est à vous Parce de... que Michel Maffezoli est pour le réenchantement du monde, c'est pas tout à fait la lecture de Jean Stone, même Voilà. pas du tout. Alors on va voir si... Et moi j'espère que ça va... Eh ben, ça dépend de vous aussi, je suppose. Oui, mais c'est pour ça que il ne faut pas être trop impressionné par les conférenciers, il ne faut pas non plus qu'ils débordent de leur temps de parole, enfin bon, il y a toutes sortes de choses. Il y a toute une... il faut cadrer ça, de toute façon. Oui, qui ne s'imaginent pas à l'université. Oui. Parce qu'il y aura là, c'est un festival, il y aura là des gens qui n'ont aucune connaissance spécifique, qui n'ont quelquefois pas du tout été analysés, qui s'intéressent de manière lambda aux grandes questions contemporaines. Donc on n'est pas à l'université, on est plutôt d'être à la portée, je n'aime pas dire à la portée de tous, mais presque. Il y a une idée aussi de festival. C'est un lieu d'échange. Que vous avez souligné au début. Mais néanmoins avec des conférences qui vont être... relativement pointu, je crois. D'accord. Mais donc, à eux aussi d'être compréhensibles. Est-ce que vous avez pris des précautions pour vous assurer de la compréhensibilité de leurs interventions? On les a écoutés, en tout cas en ce qui me concerne, pour la plupart, je les ai déjà écoutés. Ils ne sont pas toujours d'une parfaite clarté. Mais bon, ça c'est... Tout à l'heure avec monsieur on parlait de... C'est un peu comme un casting, on a des... Il y a le cinéaste, et puis il a des comédiens, et il faut qu'il en tire le meilleur. Tout à fait. Il fasse avec. Et c'est tout un art de savoir... Par exemple, vous n'avez pas l'intention d'interrompre un intervenant. Ça nous arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça, dans des colloques un peu semblables. Je me contente de dire je ne comprends pas. Ah, c'est bien ça. Et à partir de ce moment-là, puisque je suis censé comprendre à peu près, étant l'animateur pour faire simple, ils se disent, bon, ça c'est embêtant, là j'ai dû être... Il va donc falloir que vous soyez à l'écoute en permanence pendant toutes ces conférences. Non, je n'ai pas dit ça, j'espère qu'ils sont quand même, ce sont des bons conférenciers, ils sont en général clairs et accessibles. Est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont débattre entre eux, ou est-ce que plutôt entre eux et le public? Ça aussi, c'est une problématique. J'espère entre eux et le public, parce qu'ils ne sont quand même pas tous dans la même bouilloire. Hein. Il y a des horaires, et il y a à chaque fois, après chaque intervention, il y a 3/4 d'heure de réflexion, d'échange avec le public. Oui. Jean Stone n'est pas à côté de Michel Maffezoli pendant 3 heures. Non pas qu'ils ne vont pas boxer ensemble, mais ça peut poser question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut prévoir... Il n'y a pas de table ronde prévue, a priori? Non, ce ne sont pas des tables rondes. Non, mais je veux dire, il pourrait y avoir à un moment donné... Donc ils ne vont pas communiquer entre eux, en fait. Sinon par conférence interposée. Ils seront à matinée, par après-midi, on peut dire ça, mais pas tous en même temps, non. Peut-être que les gens de la matinée pourraient... Mais alors, vous les avez distribués de façon... Il y a une raison de cette distribution? On a essayé d'imaginer, mais alors là, bon, il ne faut pas non plus répondre. Ou est-ce que c'est au hasard? C'est pas au hasard, mais moi je crois à la coïncidence. Je suis jungien, donc je crois au synchronisme, à la coïncidence, qui fait que j'espère, mais secrètement, pas si secrètement que cela, puisque je le dis, que tel intervenant va peut-être compléter un peu tel autre. Et dans ce sens-là, on a un petit peu réfléchi à ce que pouvaient être les après-midi et ce que pouvaient être les c'est assez bien ficelé quand même. On a essayé. Maintenant, il n'y a que l'avenir qui nous dira si on a réussi. Je ne sais pas. Alors revenons, donc, postponité, on emploie ce terme-là, je crois, en architecture, je ne sais pas. Vous pouvez creuser un petit peu pour nous ce terme postmodernité. Par exemple, la psychanalyse, elle appartient à la modernité au départ. Elle est née de la modernité. Voilà, donc elle est à la fois dans la modernité et on l'interroge, on l'attend sur la postmodernité. La postmodernité, il faut la poser par rapport forcément à la modernité. Et donc c'est toujours délicat. Donc c'est déjà ce concept-là qu'il faudrait arriver à bien contrôler. C'est un concept très étudié, très analysé et très critiqué parfois. Sans reparler de Jean Stone et Michel Maffezoli. Mais bon, pour certains, ça n'existe pas, la postmodernité. C'est une invention d'un certain nombre d'intervenants de ce festival. Pour d'autres, au contraire, c'est le présent. Le présent par rapport au passé. Par exemple, dans l'histoire de la psychanalyse, est-ce qu'on peut considérer que 2015, on peut le comparer à 1915? Oui. 1915, c'est Ferenczi, tout ce que disait Ferenczi sur l'homosexualité. Et en 2015, où en est-on?
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'éventuellement, la postmodernité, elle commence déjà avec la psychanalyse? Grosso modo... non, parce que moi, je pose des questions un petit peu comme ça, oui, mais quelle est la chronologie? La postmodernité, elle est naissante, hein, on va dire. C'est pas Oui. quelque chose qu'on peut facilement dater. On peut à la limite dire, grosso modo, que la postmodernité rompt avec une logique qui était la logique moderne. Souvent, on dit que c'était une logique prométhéenne. L'idée que la modernité se fonde sur certaines valeurs comme le travail et surtout la raison. La raison comme reine des facultés, la raison, la philosophie des Lumières, en tout cas le pragmatisme, donc certaines données qui vont en tout cas construire la société telle qu'elle se donne aujourd'hui. La postmodernité, et telle des philosophes, des sociologues comme Michel Mabzy, vont dire que la postmodernité va plutôt se baser sur des valeurs telles que l'imaginaire, le ludique, le retour du ludique, le lâcher-prise, peut-être le retour du féminin sacré, le retour des symboles et des mythes, hein, ça c'est plutôt Gilbert Durand. Donc l'idée que finalement on était dans une modernité où on avait plutôt une conception très utilitariste, très marxiste du monde, on pense à la lutte des classes, où finalement l'individu se détermine essentiellement par rapport à son statut économique et son appartenance professionnelle. Et là on a une postmodernité où finalement l'individu se définit davantage par rapport à son esthétique, par rapport à sa sensibilité imaginaire, par rapport à son, je dirais, son appétence au ludisme. Ce ne sont plus les mêmes enjeux, en fait. Pas les mêmes enjeux. Plus exactement, les enjeux d'hier sont des enjeux qui sont déjà résolus. La carrière professionnelle, il y a encore une cinquantaine d'années, la carrière professionnelle était un enjeu majeur chez la plupart des jeunes. Aujourd'hui, on constate que la valeur travail chez les jeunes avec beaucoup moins d'amendrie et que les jeunes pensent plus aisément, en tout cas on se focalise sur l'amusement, sur ce que Michel Maffezoli appelle justement le retour de Dionysos, hein, le fait de s'éclater, d'aller en rêve party, d'aller dans des apéros géants. Donc là aussi, le travail n'est plus une valeur phallique en quelque sorte. Non, totalement. Pour revenir à la question de la puissance. On retourne à la terre-mère, on retourne à la matrice. Et l'usage d'Internet, c'est étrange aussi de voir l'évolution d'Internet, puisque à la base, Internet est un outil militaire, hein, qui était appelé ARPANET, et qui avait pour fonction de diffuser de l'information. Aujourd'hui, je veux dire, 90% des utilisateurs utilisent Internet de façon ludique, pour s'amuser. Il y a un détournement. Il y a un détournement, je veux dire, il n'y a plus cette conception utilitariste, en tout cas elle est amoindrie. Elle existe toujours, mais en tout cas le grand enjeu au niveau d'Internet aujourd'hui, c'est l'amusement, c'est le lâcher-prise. Enfin, il y a quand même, quand même la machine elle n'est pas uniquement là dans le domaine ludique. Non, il y a le big data aussi. Alors, il y a le big data, il y a aussi ce qu'on appelle le darknet. Il y a le darknet qui représente la partie obscure. Ça vous s'amuse? Oui, ça m'amuse parce que là, il y a une différence de génération. Alors là, je plaide pour le vieux Pépé que je suis par rapport aux plus jeunes psychanalystes que l'ami Frédéric. Je suis content d'avoir fait apparaître ce Mais bien sûr, c'est d'ailleurs ça qui est peut-être l'intérêt aussi d'un festival comme cela. C'est qu'au fond, les organisateurs ne sont pas de la même, j'allais presque dire du même monde. Oui. Du même monde, de la même période. Alors rebondissez sur ce qu'a dit oui, par exemple, Internet, certes, il y a toute l'aile que j'ai esquissée tout à l'heure sur la pornographie, les sites Internet, etc. Mais il y a aussi le savoir d'Internet qui dépasse le savoir du personnage qui demande des renseignements. C'est aussi une bibliothèque Internet. Ça a été une bibliothèque pour ma génération. Alors qu'il semble, avec toute la discussion derrière, que pour une génération plus récente, Internet, c'est en effet plus ludique. C'est en effet l'idée de postmodernité, c'est aussi un effort de communication désespéré qui a toujours été une question humaine. On prend plus trop. La postmodernité, c'est aussi ne plus prendre trop au sérieux ce qu'on prenait au sérieux avant. Et de tout remettre en cause, y compris peut-être le sens, je ne sais pas. Il y a aussi la question du sens, qui est peut-être une question éternelle, qu'on retrouve à travers toutes les générations, mais pas de la même façon, pas formulée de la même façon, et pas vécue de la même façon. Et ça, c'est passionnant, c'est plus philosophique qu'analytique, mais c'est passionnant. Écoutez, je vous souhaite une bonne réussite à ce colloque qui a lieu
demain et après-demain, au 83 avenue d'Italie, dans le 13e, métro Tolbiac, Olympiade. Et donc, vous êtes tous les gens qui nous écoutent sont le bienvenus pour suivre ces 2 jours qui se terminent vers 17h toute la journée. Donc, le soir est libre. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous.